Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'ouvrir cette nouvelle table ronde de Louis Magazine qui sera consacrée à l'appareillage auditif de l'enfant. Quelles sont ses particularités, ses prérequis, comment devient-on audioprothésiste spécialiste de l'enfant? Pour répondre à ces questions, j'ai l'honneur de recevoir le professeur Françoise Denoyel, chef de service en ORL pédiatrique à l'hôpital Necker et président de l'association ACFOS. Bonjour professeur, merci de vous être libéré pour être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Avec nous également Richard Darmon, PDG d'Amplifon France. Bonjour Richard. Bonjour Anne-Sophie. Alain Vinet, audioprothésiste Amplifon, spécialiste de l'enfant. Merci Alain d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Christian Canepa, directeur commercial de Phonak France. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Michel Beliaev, directeur général de Medel France, spécialiste des implants cochléaires. Bienvenue Michel. Pour commencer, je vous propose de dresser un état des lieux de la déficience auditive chez l'enfant. D'après les chiffres dont nous disposons, un enfant sur 1000 naît sourd profond en France et à 3 ans, la prévalence des surdités sévères et profondes est de 3 pour 1000. Par ailleurs, 12 à 18% des enfants présenteront une otite sérieuse, durable dans les 5 premières années de leur vie, ce qui va bien sûr altérer leur audition. Professeur Denoyel, vous êtes en phase avec ces chiffres ? Oui, alors je suis en phase, disons qu'un enfant sur 1000, ça va concerner plutôt des surdités moyennes, sévères à profondes, c'est-à-dire celles qu'on dépiste. La surdité n'est pas toujours profonde, hein. C'est une déficience auditive qu'on peut repérer à la naissance avec les appareils de dépistage auditif. Et puis ensuite, pour les autres chiffres, oui, hein, on sait que à partir de l'âge des otites, arrive tout le problème des otites séreuses, chroniques, qui baissent l'audition. La majorité guérit spontanément, mais c'est quand même une cause de baisse d'audition très très fréquente chez l'enfant entre 6 mois et 3 ans, on va dire. Donc, dans votre pratique, quels sont les différents types de déficiences auditives qu'on peut observer chez l'enfant, que ce soit les tout petits ou les enfants un peu plus âgés ? Alors, les déficiences auditives, on peut les diviser en deux groupes. Et il y a les surdités qu'on appelle surdités de perception, qu'on appelle aussi surdités neurosensorielles, qui sont dues à une atteinte de l'oreille interne, hein, de la cochlée, ou des voies qui sont derrière l'oreille interne et qui vont vers le cerveau. Et puis, donc, on a les surdités de transmission, qui sont une atteinte de l'appareil de transmission du son, hein, c'est-à-dire de l'oreille externe, le pavillon de l'oreille, le conduit, ou l'oreille moyenne avec le tympan, et ce qu'on appelle la caisse du tympan et les osselets. Alors, à la naissance, c'est 1 sur 1000, ce sont essentiellement des surdités de perception. Les surdités de transmission à la naissance sont très rares, ce sont essentiellement les surdités par malformation, par exemple, de l'oreille, une oreille qui est mal formée avec un conduit qui est absent. Ça, c'est très rare, c'est 1 sur 10 000. Par contre, ensuite, les surdités de transmission dues aux otites vont être beaucoup plus fréquentes, donc sur la tranche d'âge 6 mois, 3 ans. Et puis, in fine, elles vont régresser quand même en partie, ça guérit en grande majorité, et il va rester effectivement, comme vous le disiez, 3 enfants sur 1000 qui vont être atteints de déficience auditive, essentiellement le plus fréquemment de perception au cours de l'enfance. D'accord, donc en amont de cette table ronde, nous avons réalisé un sondage sur notre site de Louis Magazine auprès de nos lecteurs audioprothésistes et 50% d'entre eux ont constaté une augmentation de la demande en matière d'appareillage enfant qui selon eux serait essentiellement due à la progression du dépistage. Comme effectivement il y a eu une généralisation du dépistage néonatal il y a quelques temps, où on en est aujourd'hui ? Alors, la loi est passée il y a maintenant assez longtemps, hein. On était sur une loi de généralisation en 2012, avec un financement qui est arrivé progressivement, un cahier des charges qui organise le dépistage qui sont arrivés en 2013-2014, donc ça a pris un petit peu de temps. Maintenant, toutes les maternités françaises se sont mises au dépistage. On n'a pas encore une couverture complète, c'est en cours d'organisation. Sur Paris, on va dire que 90% des enfants sont dépistés, et ceux qui posent problème sont les enfants, par exemple, qui sont transférés à la naissance. Là, il faut arriver à les pister. Donc, tout ça est en cours d'organisation. On a malgré tout énormément progressé en France par rapport à ce qui se passait il y a une dizaine d'années, par exemple, ou même il y a 5 ans. Et donc, on a de plus en plus de tout petits nouveau-nés nourrissons chez qui un trouble de l'audition est suspecté. Alors, ce dépistage en maternité, en fait, c'est plutôt un test d'audition. Soit on passe ce test d'audition, il est normal,
et on peut dire que l'enfant entend normalement, soit ce test d'audition ne peut être réalisé, on va aller plus loin pour savoir s'il y a un problème de surdité ou si c'est simplement que ce test d'audition ne pouvait pas être fait correctement à la maternité. Et donc on va avoir des tout petits de quelques mois qu'il va falloir prendre en charge et appareiller précocement entre 4 à 6 mois pour avoir les meilleurs résultats. Donc une cohorte importante de tout petits qui arrivent chez les audioprothésistes. D'accord, donc Alain Vinet, vous êtes un audioprothésiste référent de l'appareillage de l'enfant. Est-ce que vous avez constaté ces derniers temps une croissance de la demande ? Alors une croissance de la demande, effectivement, du fait de, on est amené à accueillir des enfants effectivement en très bas âge, avec plus des objectifs. Oui. Oui, très très nettement, avec l'objectif de déterminer si l'appareillage auditif va être suffisant. Donc la visée, effectivement, c'est que à 1 an, on doit pouvoir répondre sur la meilleure solution de réhabilitation auditive de l'enfant à l'âge d'1 an. D'accord. Christian, donc vous, en tant que fabricant industriel, vous avez constaté également plus de demandes en termes d'appareillage auditif pour l'enfant ? Oui. Depuis déjà 3-4 ans, on voit une augmentation des ventes d'appareils auditifs destinés pour les enfants et notamment pour les tout-petits, ce qui nous a permis effectivement de se pencher sur le problème de l'appareillage du tout-petit et donc de définir aussi des solutions spécifiques. Donc oui, je pense que le dépistage a fait son travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de plus en plus de tout-petits enfants qui ont été dépistés et qui du fait se font appareiller. Après, effectivement, c'est le suivi de l'appareillage, on va dire, pédiatrique classique, oui. D'accord. Donc, il y a le cas particulier des enfants qui sont implantés. Michel Béliat-F. Aujourd'hui, on en est où de l'implant chez l'enfant ? Alors, en France, les chiffres, c'est environ 1500 implants cochléaires posés, adultes et enfants confondus. À peu près 50% d'enfants, 50% d'adultes. Donc environ 700 implants par an de l'enfant. Ça a progressé ces dernières années ? Alors ça a progressé globalement, surtout grâce au remboursement. C'est-à-dire qu'en 2009, il se faisait peut-être 700 implants par an en France. Donc on a presque doublé en 6 ans, 6-7 ans. Donc effectivement, il y a une progression du nombre d'enfants implantés liée aussi au dépistage. Donc on dépiste mieux les enfants, on les appareille et si l'appareillage est inefficace, on va les implanter. Donc il y a effectivement une progression, mais qui est pas encore, qui reste quand même assez progressive, hein. Peut-être de l'ordre de 5% par an d'augmentation. 5, peut-être 10, mais il y a aussi l'implantation bilatérale qui fait qu'on implante les enfants en 2 temps. On peut les implanter simultanément, mais on peut aussi les implanter séquentiellement. Donc effectivement, on va faire 2 implants sur un enfant. Donc dans ce nombre d'implants que je vous ai donné, il y a aussi les implants bilatéraux. Donc sur 700 enfants, il y a peut-être une centaine d'enfants qui ont reçu un 2e implant ou 2 implants. Donc le nombre de patients en fait est un peu plus réduit que ces 700. C'est des oreilles finalement qu'on appareille. D'accord, donc on le voit, il y a une vraie demande, de vrais besoins, donc de vrais besoins d'audioprothésistes spécialistes de l'enfant. Richard Darmon, est-ce qu'on connaît le nombre d'audioprothésistes spécialistes de l'enfant en France ? Non, il n'y a pas de statistiques et il n'y a même pas de définition très précise de l'audioprothésiste pédiatrique. Donc, oui, il n'y a pas encore de cahier des charges, c'est pas une spécialisation au sein du métier. Non, et du coup, il n'y a pas une définition précise qui permettrait de dire combien il y a d'audioprothésistes pédiatriques spécialisés. On peut imaginer, on sait qu'à peu près 10% des appareillages concernent des enfants, donc on pourrait imaginer assez facilement qu'il y ait probablement à peu près 300 audioprothésistes en France pour répondre à ce besoin. Il y a probablement 300 audioprothésistes, c'est-à-dire 10% spécialisés qui sont certainement capables de prendre en charge les enfants aujourd'hui. D'accord, donc nous, selon notre sondage, on a 41% des répondants qui se sont positionnés comme audioprothésistes spécialistes de l'enfant, mais effectivement peut-être qu'il y en a qui s'autoproclament spécialistes de l'enfant sans forcément avoir fait les formations nécessaires derrière, enfin plutôt en amont. Oui, alors je crois qu'il y a un point qui est très important, c'est de dissocier selon les âges, parce que être spécialiste de l'enfant, c'est pas du tout la même chose si on l'entend comme être capable de prendre en charge un enfant de 5-6 ans ou, comme le disait le professeur de Noyelles,
ou Alain Binet, un bébé de 4 mois, où là, effectivement, c'est des compétences complètement différentes. Et donc là, encore moins, on a de statistiques là-dessus. Par contre, ce que l'on voit, pour justement répondre à cette évolution, puisqu'on sent bien qu'il y a, avec le dépistage, plutôt une augmentation de ce besoin, on voit aussi beaucoup d'audioprothésistes qui ont envie de rentrer dans cette spécialité. Et donc, nous, on a l'occasion, comme on recrute pas mal d'audioprothésistes chaque année, on voit des jeunes qui se passionnent très tôt pour cette spécialité et qui veulent s'investir dans cette compétence particulière. Et donc, il y a un vrai... on voit bien... Il y a un engouement des jeunes audios. Je ne sais pas si on peut parler d'engouement, mais on peut parler de vrai attrait pour cette prise en charge pédiatrique qui a aussi beaucoup d'intérêt professionnel. Il faut préciser que c'est vraiment un métier dans le métier, hein. Donc il y a une formation spécifique. Les enjeux, c'est le développement du langage de l'enfant. Donc il y a un enjeu qui est crucial. Et donc il faut absolument avoir une formation particulière. Il y a le DU d'audiophonologie, d'autologie de l'enfant du professeur Garabédian. Il y a les EPU, du Collège national d'audioprothèse. Et puis surtout des formations sur le terrain, avec des stages en milieu hospitalier, chez les audioprothésistes, dans des écoles spécialisées, tout ce qui va permettre de mieux comprendre, de mieux cerner le problème. Effectivement, on parlera un peu plus tard des formations et vraiment des critères à respecter pour devenir un audioprothésiste spécialiste de l'enfant. Professeur, pour vous, un audioprothésiste spécialiste de l'enfant doit respecter quels critères? Alors, comme on vient de le dire, ça va être un critère de formation. Hein, je parle de l'appareillage du petit enfant. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un formé à ça, comme on vient de le dire. Pour nous, ce qui est important, c'est effectivement quelqu'un qui maîtrise, qui est vraiment acquis de l'expérience dans l'audiométrie de l'enfant, c'est-à-dire la façon de tester les enfants. Il n'y a pas de moyen de vérifier simplement que la prothèse donne un gain un peu théorique. Hein. Il faut vraiment arriver à tester les enfants. Chez les nourrissons, c'est quelque chose qui est difficile, qui est compliqué, qui demande beaucoup d'expérience. Il faut également que ce soit quelqu'un qui soit très disponible, très réactif. Chez les enfants, on a besoin de refaire très régulièrement les embouts, il y a de la casse, il y a des pertes d'appareils, il faut vraiment des gens qui réagissent très vite, qui reçoivent les gens rapidement. C'est vraiment un métier dans le métier, hein, je crois. Et nous, on a besoin aussi de beaucoup d'interactions avec l'équipe médicale. D'ailleurs, très souvent, les audioprothésistes spécialisés chez le petit enfant interagissent beaucoup avec les équipes médicales, avec les centres d'enfants sourds, etc. Et ils ont beaucoup effectivement de relations très très privilégiées avec les différentes équipes. C'est très très important. Et est-ce que vous jugez qu'il y en a qui se positionnent comme spécialistes de l'enfant, mais qui finalement le font de manière un peu légère ? Alors, je pense que ceux qui ont répondu à votre sondage, c'est effectivement ce que disait M. Darmon. C'est plutôt des gens qui ne veulent pas, ils veulent pas se couper de cette spécialité parce qu'ils appareillent des enfants de 6, 7 ans, 10 ans, donc ils veulent pas dire qu'ils ne sont pas spécialistes. Mais en pratique, si vous aviez posé la question, êtes-vous spécialiste du nourrisson, par exemple, vous n'auriez pas eu ce taux de réponse. Je pense les gens ne s'autoproclament pas spécialistes du nourrisson. C'est vraiment rare. Bon, après, on en a quelquefois qui appareillent des petits de 4-5 ans et on se dit, ce serait bien aussi qu'ils aient un petit peu plus de formation sur le tout petit, mais le problème n'est pas tout à fait le même quand même. On a des confrères qui nous envoient en disant ça je sais pas faire. D'accord, donc qui ont tout à fait conscience des limites de leur pratique. D'accord. En rapport avec l'enjeu qui est essentiel. Ouais. Et si on se positionne en termes de spécialistes du nourrisson, vous savez combien il y en a en France ? Alors, c'est très difficile de répondre. Je pense qu'on n'est pas à 300, on est moins que ça. On va dire que dans chaque, peut-être une cinquantaine, je ne sais pas, peut-être M. Vinet aurait plus de chiffres que moi, mais peut-être une cinquantaine. Dans chaque région, il y a... C'est très compliqué. Nous, dans notre clientèle, effectivement, on a répertorié 150 audioprothésistes qui sont spécialistes de l'appareillage du tout petit et des surdité profondes. Voilà. Donc, ça fait à peu près 50% de ces 300 audioprothésistes. Je pense que c'est à peu près juste. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est vrai que il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de statut particulier par rapport à ce travail-là. Donc, c'est assez compliqué. Mais je pense que 150 audioprothésistes vraiment spécialistes de l'appareillage du tout petit, c'est-à-dire 0 à 3 ans, c'est quelque chose d'assez juste. Voilà. D'accord. Michel, donc si on revient au cas particulier des enfants
implantés. Combien d'audioprothésistes sont régleurs d'implants auprès de ces enfants? Il y a environ une trentaine de centres d'implantation cochléaire en France. Donc le nombre de régleurs varie de 1 à 12, suivant la taille du centre. Par exemple, dans les grands centres comme à Paris, ça va jusqu'à 12 audioprothésistes qui font du réglage. Donc certains viennent pour une demi-journée, font des vacations. Donc ça fait environ 30 fois, allez, on va prendre une moyenne de 5, il y a environ 150 à 200 audioprothésistes régleurs en France. Il n'y a pas que des audioprothésistes qui règlent des implants. Oui. Il y a aussi des orthophonistes, des médecins, mais c'est de plus en plus des audioprothésistes. Je dirais à 80% maintenant, ce sont des audios qui règlent des implants. Donc on va donc dire 150 régleurs. Mais en fait, il y a ceux qui règlent de l'adulte, il y a des centres d'implantation uniquement adultes, comme à Rothschild par exemple, où j'étais hier. Donc vous enlevez la moitié de ces centres, ça veut dire que je pense qu'il y a 50 à 80 audioprothésistes qui règlent de l'implant de l'enfant en France. Donc c'est probablement les mêmes que ceux que vous avez cités, et je dirais la moitié font de l'implant, donc on doit être aux alentours de 80. Il y a une continuité quand on est audioprothésiste, spécialiste de l'appareillage de l'enfant. Alain pourra le dire. On est de toute façon intéressé par le réglage de l'implant par la suite, puisque c'est une continuité. On commence par l'appareillage du tout petit, par des aides auditives spécifiques. On regarde les résultats. Si effectivement on voit que l'enfant décolle pas au niveau du langage, on va passer à l'implant. Donc il y a une continuité. L'audioprothésiste fait son travail de continuité entre l'appareil et puis l'implant. Donc c'est souvent la même personne. Oui. Il y a un vrai travail de partenariat à faire avec les équipes hospitalières pour justement ne pas louper les dates fatidiques et on a une obligation de résultat au niveau de l'appareillage, et au bout dans l'année et en harmonie avec les équipes hospitalières, on doit être capable de dire et d'accompagner les familles sur le choix de la meilleure réhabilitation prothétique. Et là, voilà.